Vous en avez marre de recevoir tous les jours les mêmes mails? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 411. J'espère que vous avez la forme, la grande pêche, la patate, que vous avez plein d'idées, plein de choses à développer. Et aujourd'hui, je vais continuer à vous parler de storytelling parce que j'ai eu une question qui m'a été posée par Sylvain dans mon cadre de mes Ask Bertrand. Je vous rappelle que vous pouvez me poser des questions et j'essaie d'y répondre le mieux possible. Et Sylvain me pose une question, il me dit storytelling, est-ce que ça marche vraiment? Et il me dit, c'est intéressant, il dit ça me saoule tous ces mails formatés. Alors, je vais essayer de répondre en plusieurs phases. Oui, le storytelling est efficace. En fait, le storytelling, c'est de raconter des histoires et le mode de transmission de l'information privilégié depuis des millénaires, tout simplement parce que c'est le mode le plus efficace qui a été qu'on puisse mémoriser, surtout bien avant qu'on puisse l'écrire. Alors, le récit le plus ancien actuellement connu est l'épopée de Gilgamesh, que je n'arrive jamais à dire, qui date de la haute antiquité, qui a été pourquoi on en a une trace, parce qu'il a été écrit sur des tablettes d'argile. En fait, c'était qui Gilgamesh, c'était un personnage héroïque de la Mésopotamie antique. Voilà. Alors, il est pas si connu que ça, comme ça, même si Marvel l'a mis dans un de ses épisodes, ou en tout cas il a inspiré un personnage de Marvel. Mais il y a d'autres stars dans le domaine, plutôt Ulysse, l'Iliade et l'Odyssée en général, qui date de 750 ans avant Jésus-Christ quand même. Les Contes des Mille et Une Nuits, qui datent du 8e siècle, ou bien sûr le roi Arthur. Et en fait, on devrait aussi ajouter beaucoup de textes religieux et pas mal de choses comme ça, qui finalement ont passé les siècles, notamment au départ pas du récit, parce que la transmission du savoir a longtemps été orale, et donc de raconter des histoires permet de passer une information. Mais en fait, ceux qui ont des enfants, quand vous racontez une histoire à vos enfants, vous leur racontez n'importe quelle histoire, dedans, dans toutes ces histoires qui ont été inventées depuis des siècles, dedans on y passe toujours un bout de savoir ou un bout de comportement qu'on voudrait que les enfants adoptent. Attention, on ne crie pas au loup, des choses comme ça. Toutes ces logiques-là sont intégrées dans des histoires qui permettent aux enfants de mieux les retenir et qui permettent de les transposer à leur vie. Alors, si on l'utilise autant, vraiment, c'est que le storytelling permet aussi de faire passer un message d'une manière qui est plus émotionnelle et plus évocateur. Et c'est pour ça qu'on mémorise plus facilement. En fait, la personne qui l'entend peut aussi facilement transmettre cette information-là parce que quelque part elle va l'intégrer en elle-même. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que quand vous racontez une histoire, la personne qui l'entend, c'est est-ce qu'elle est capable de la raconter à son tour. Et pour une entreprise, c'est génial parce que par exemple, je vous prends l'exemple, je prends un exemple global. On dit souvent que le Père Noël est inventé par Coca-Cola, mais en fait, Coca-Cola n'a pas inventé le Père Noël tel qu'il est. Le personnage du Père Noël n'a pas été inventé, mais par contre, Coca-Cola a sans aucun doute fait un imaginaire, construit un personnage, le gros personnage tel qu'il est, etc., a construit tout un tas de choses autour de ça, en racontant des histoires autour de ça. Mais la logique, il y a là derrière, c'est que au fur et à mesure des années, les gens racontent que Coca-Cola a inventé le Père Noël, que le Père Noël il fait ça, etc. Donc cette histoire, elle se transmet. Si vous êtes capable, franchement, de raconter une histoire et que les gens sont capables de la transmettre, quelque part, ils font votre publicité. Et c'est ce qui est intéressant là-dedans, c'est pour ça que tout le monde essaye de l'utiliser. Alors, il y a eu des mesures qui ont été faites sur cette efficacité, est-ce que c'est vraiment efficace ou pas? Un psychologue spécialisé dans les questions cognitives, Jérôme Brunner, avait estimé qu'un fait enrobé dans une histoire a une puissance de mémorisation 20 fois plus élevée que ce même fait brut. Voilà, tout simplement. Pourquoi ? Parce que l'histoire, quand elle implique le lecteur, le spectateur dans l'histoire, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a de l'émotion qui va se créer, et que l'émotion associée à l'histoire libère de l'adrénaline dans le cerveau, et que cette adrénaline booste la mémorisation. Alors, plus la quantité d'adrénaline est élevée, et plus finalement, on va mémoriser ça, mais en fait, cette quantité d'adrénaline, elle est fonction de l'intensité de l'émotion, du niveau de surprise, d'inattendu dans l'histoire. Mais c'est aussi pour ça qu'on a une tendance à mémoriser aussi des histoires qui sont dramatiques, des faits qui sont très 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 graves. Je pense aux attentats, je pense aux accidents graves, etc. Que cela, il reste ancré dans nos mémoires, alors qu'il y a plein de petites histoires du quotidien. Je vous dis de les noter parce que finalement vous vous en rappelez pas, parce qu'elles ont provoqué une grosse émotion, etc. Ça veut pas dire qu'elles n'ont pas d'intérêt, c'est juste en fait que votre cerveau, il a plus de mal à les mémoriser que des histoires plus importantes sur le plan émotionnel, ou sur la surprise, ou sur sur le vraiment ce qui vous a touché au cœur.
Voilà pourquoi en fait dans une histoire on doit mettre de l'émotion, de la surprise, du drame, un héros, mais aussi un méchant. En fait il n'y a pas de héros s'il n'y a pas de méchant, etc. Et en fait c'est pas juste d'aller d'un point A à un point B, c'est pas juste de dire, comme je vous disais hier sur Marie Kondo, ils ont une maison au bordel et à la fin la maison est rangée, parce que finalement on s'en moque. Ce qui est intéressant dedans c'est le drame, les questionnements, est-ce qu'ils vont y arriver, pas y arriver, le fait qu'ils n'y arrivent pas, le fait que quand ils rangent quelque chose finalement ils ne retrouvent plus rien, vous voyez tous ces trucs là. Et à un moment donné vous avez notre guide, notre Marie Kondo, notre Yoda qui va leur dire oui alors quand tu n'arrives pas à faire ça, voici mon astuce pour arriver à le faire. Donc il va aider le héros à passer, vous voyez, l'étape suivante. Alors ça c'est le storytelling. Et oui donc pour répondre à la question c'est efficace. Sur les mails formatés, pour moi c'est une chose un petit peu différente, c'est que c'est la conséquence finalement de l'abondance de connaissances disponibles qu'on a sur internet. Tout est disponible, voilà. Et aussi la recherche que nous avons tous de ce qui marche. Notre monde cherche l'efficacité absolue. On cherche à dire quand je fais quelque chose, je veux être sûr que ça va marcher. Alors on cherche des méthodes pour que ça marche. Et en storytelling, la méthode la plus connue est celle étudiée par le spécialiste des mythes, Joseph Campbell. Alors j'en ai souvent parlé, c'est le héros aux 1001 visages, c'est la théorie du monomythe, qui montre qu'en fait, tous les histoires qui ont marché, tous les mythes sont construits sur le même schéma narratif. C'est le voyage du héros. Alors lui, il a écrit ça en 1949. On dit que George Lucas a réécrit Star Wars en fonction de cette découverte du livre, pour lui. D'ailleurs, il y a une édition du livre de Campbell qui a été préfacée par George Lucas. Pixar en a fait une version, on va dire, digeste, parce que le héros 1001 visages, je le dis, c'est un travail universitaire, académique. C'est pas un livre, un roman qui se lit, justement, c'est pas une histoire facile à lire. C'est vraiment un travail d'analyse académique de comment sont construites les histoires. Donc Pixar en avait fait une bible pour ses scénaristes, et vous en trouvez plein de versions différentes. Appliquer cette trame telle qu'elle est construite, comme ça, fonctionne aussi parce que quelque part nous la connaissons tous. Voilà, quand vous allez au cinéma, vous savez à peu près comment vont se dérouler certains films. Alors bien sûr, il y a de la surprise, etc. Pourquoi est-ce qu'on met de la surprise ? Parce que en fait, notre cerveau aime ce qui est prévisible. Et il va mémoriser plus facilement ce qui est prévisible. Il aime savoir la suite, il aime arriver à deviner la suite, mais quelque part, on va y mettre des interruptions pour garder l'intérêt. Parce que sinon, vous n'iriez pas au cinéma, vous arrêtez de regarder les livres, etc. Ce qui vous intéresse, en fait, c'est, vous dites, je pense que ça va se passer comme ça, mais est-ce que ça va vraiment se passer comme ça ? Et comment, finalement, notre héros va arriver à ce stade-là ? C'est la surprise qui est intéressante, vous voyez, là-dedans. C'est pas la structure elle-même. La structure, on part du point A au point B, on sait qu'il y a un méchant, etc. Finalement, ce qui nous intéresse, c'est toutes les interruptions dans cette histoire qui font que ça va mettre du suspense, de l'émotion, etc. Et donc, quand on regarde un petit peu tout ça, quand on cherche tout ça, on se dit mais comment on va faire ? Mais comment on peut faire ça ? Alors, on cherche des solutions pour vendre, on cherche de l'efficacité. Et en fait, moi-même, je cherche l'efficacité. J'ai une formation sur le storytelling. Vous faites votrecoachweb.com/storytelling. Vous avez ma formation sur le storytelling que j'ai lancé, je vous en ai parlé hier. On va dire, je cherche à la vendre absolument. Je veux être efficace là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en plus ? On va y rajouter une petite dose de copywriting. Et le copywriting, c'est quoi ? C'est l'art de vendre. Le storytelling, c'est on raconte des histoires. Le copywriting, c'est l'art de vendre. Et ce qu'on va faire, Sylvain, c'est les mails dont tu parles, c'est que souvent c'est le mélange des deux. Voilà, vous avez des formations qui vous disent je vous apprends à rédiger des mails qui mélangent le storytelling et le copywriting, et ça va faire finalement des mails qui sont probablement très efficaces, si on les recopie sont probablement très efficaces, et en fait c'est ce qui est recherché par beaucoup de personnes qui veulent acheter des formations. C'est ce qu'on appelle les systèmes des formations no-brainer, c'est des tactiques. Je vais te donner les 10 tactiques ou la tactique pour avoir 1000 abonnés, je vais te donner la tactique pour avoir le plan de vente en 19 étapes, un texte de vente en 12 phrases, tel système, facile à recopier. Et le no-brainer, les tactiques, c'est vraiment des choses qui ne sont, on dit voilà, je te mets un plan, t'as plus qu'à recopier. Et c'est quoi ces mails dont tu parles souvent finalement, Sylvain, et que vous recevez tous ? C'est que une personne vend une formation avec un plan précis, te dit tu recopies, tu changes les phrases. Alors, je vais être très honnête avec vous, moi j'ai utilisé ce système
pour voir si ça marche, et en fait c'est vrai que c'est pas fatigant, c'est fait en quelques minutes, voilà, vous avez quelqu'un qui dit bah voilà, tu recopies ce plan, tu verras, ça marche, et effectivement, si ce plan a marché pour lui, il y a des chances que ça marche pour vous, à condition de l'appliquer, de changer un petit peu les choses, etc., mais oui, ça marche, et alors bien sûr, si vous êtes le millième à le faire, ou le 10 millième, bon, au bout d'un moment, vous êtes juste la copie du mec d'avant, qui a copié le mec d'avant, qui a copié le mec d'avant. J'ai vu un gars, je vais vous donner un exemple, un gars dans la course à pied qui a recopié intégralement le mail d'un formateur en ligne en changeant le mot formation vidéo par formation trail. Et je suis sûr que le mail a marché parce que le mail d'origine était très bien construit et je suis sûr que les destinataires du gars de la course à pied ne l'ont pas vu parce que ils sont pas forcément intéressés par le formateur en ligne. S'ils n'ont pas reçu le mail initial du formateur en ligne, ils se sont pas rendus compte que mon coureur à pied a recopié le mail et a juste changé certains mots. D'ailleurs, en copywriting, on recommande de faire ce qu'on appelle les swipe files, qui sont finalement, c'est un gros dossier dans lequel on enregistre toutes les bonnes idées des autres. Moi, par exemple, je mettais ça dans Evernote, maintenant je mets ça dans Beer ou dans Devonthink. Je suis pas très fixé sur l'outil que je vais utiliser, mais j'en ai 300 ou 400 types de messages comme ça. En fait, c'est les bonnes idées, les bonnes phrases, les bonnes accroches, les bonnes petites histoires, tout ça, etc. On stocke tout ça, on se dit, bah tiens, ça peut me servir pour mettre dans des formations, pour m'en inspirer ou des choses comme ça. Et si tu es abonné en plus à plusieurs marketeurs ou à clients de ces marketeurs qui ont bien réussi à vendre leur formation, et ben en fait, tu as tout simplement l'impression de recevoir tout le temps ces mêmes messages. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est probablement quelqu'un qui t'a dit, bah voici, tu recopies ça, ça marche, la personne recopie, et bah voilà, qu'est-ce qui se passe? Et ben on arrive plus ou moins à ce que ça marche, on développe les choses, etc. Et tu te retrouves, si tu es abonné à pas mal de monde, à avoir finalement des structures qui se ressemblent toutes un petit peu. Alors, comment on fait pour s'en sortir de tout ça? Bon, les structures, je vais te le dire Sylvain, elles sont importantes car elles donnent un cadre qui fonctionne. Bah voilà, on va pas réinventer la roue à chaque fois. Si Campbell a analysé, a dit, bah voilà, j'ai analysé 50 histoires, les 50 histoires les plus connues du monde, la Bible, etc., Moïse, tout ça, Gilgamesh, Ulysse et autres, tout ça, les histoires nous sont parvenues jusqu'à nous et on est capable de les raconter, c'est parce qu'elles ont toutes la même structure, et cette structure, on doit l'utiliser. Voilà, c'est tout simplement, c'est une réalité. En copywriting, on va dire il faut parler de telle personne, c'est que ça marche. Ma formation sur storytelling, ça marche parce que la structure en elle-même marche, elle fonctionne parce que elle a été testée, elle a été appliquée, elle marche de cette manière-là, elle fonctionne, on est capable de raconter et ça fonctionne. Et je le montrais hier avec l'épisode sur Marie Kondo. La différence ensuite vient de ta compréhension à toi. Soit tu restes dans le copier-coller, soit tu essaies d'intégrer les grandes notions et de te les approprier sans changer la logique globale. En fait, c'est ton talent d'écriture qui va masquer la structure. Je vais prendre un exemple que vous allez tous comprendre. Et puis on va bientôt rentrer dans la période en plus. Oui, on est en septembre, mais ça démarre de plus en plus tôt, donc vous allez comprendre de quoi je parle. Les films de Noël, vous savez, qui passent sur M6, TF1, là, en décembre. Alors maintenant, ça commence mi-octobre, ils vont nous commencer à nous mettre ça, à partir des vacances de la Toussaint, je pense, ils vont commencer à nous mettre ça. Vous savez, l'après-midi, un film de Noël, ou un film d'amour sur TF1 ou sur M6, en général, ou TMC et compagnie, toutes leurs filiales, qu'est-ce qui se passe? Et ben, souvent, vous vous rendez compte qu'ils ont tous la même structure. Tous la même structure. Mais en fait, ils ont la même structure que les gros succès du box-office aussi. C'est-à-dire que tous ces films-là ont la même structure. Que ce soit certains courts-métrages, que ce soit ces films-là que vous voyez à la télé, ou ces films qui passent au cinéma, ils ont tous la même structure, ils ont des scénaristes, ils ont des gens qui ont lu les mêmes bouquins, qui ont lu Campbell, qui ont lu les mêmes bibles, etc. Et en fait, la différence, elle vient d'où? Alors on pourrait dire c'est les budgets, c'est les acteurs, etc. Mais des fois, vous vous rendez compte que dans ces films-là, il y a des acteurs qui sont même connus, vous voyez dans des séries, etc. Des fois, c'est même des réalisateurs qui sont connus. C'était le premier film d'un réalisateur qui sera beaucoup plus connu ensuite. Souvent, en fait, c'est quoi? C'est que les ficelles sont tellement grosses qu'on n'a pas envie de les regarder, en fait. Ouais, c'est souvent ça. C'est-à-dire qu'en fait, la structure est la même, mais la ficelle est tellement grosse, ils n'ont pas eu le temps de chercher vraiment les intrigues, ils n'ont pas eu le temps de mettre trop de personnages, etc. Ils ont fait ça très rapidement, ou alors ils n'ont pas voulu trop se creuser la tête, ou alors ils avaient un budget qui leur permettait pas de faire certaines choses. Et ben, ils ont utilisé la même trame, mais les ficelles, en fait, elles sont trop grosses. Ou alors, on a des cas, des fois, où les acteurs sont pas très bons. Mais ça, c'est un autre cas particulier. Mais des fois, les acteurs sont bons, des fois, l'histoire en elle-même serait bonne, c'est juste que les ficelles sont un petit peu grosses, et donc que notre cerveau, il a pas envie trop d'y suivre, alors il y suit vraiment d'une manière très, très déconnectée.
Et en fait, il n'y a pas vraiment le suspense. Hein. On sait déjà que le Père Noël ne va pas prendre sa retraite, que la journaliste qui est envoyée dans un petit bled pour Noël et qui déteste Noël va tomber amoureuse du bûcheron bourru pendant la prochaine tempête de neige, et que cette journaliste-là, eh ben, elle va s'installer tout simplement dans le village, alors qu'elle ne jurait que par vivre à New York et dans les grandes villes, et qu'elle disait « Oh là là, mon Dieu, je veux pas aller dans ce village où il y a que 300 habitants et où tout le monde ne boit que de whisky. » Enfin, vous voyez, là, cette histoire-là, vous la connaissez par cœur. Mais la manière de la raconter, si on la raconte avec du suspense, de l'intrigue, etc., qu'il y a des rebondissements, bah, ça vous donne des films d'amour très connus. Si on vous le raconte sans trop de rebondissements, sans trop d'intrigue, etc., bah, ça vous donne les films qui passent sur M6 juste avant les fêtes de Noël. Alors, Sylvain, mon dernier conseil là-dessus, c'est que si tu ne veux pas ressembler, hein, finalement, à tous ces mails que tu reçois, bon, t'auras un moyen, c'est de te désabonner des mails, mais bon, ça, c'est un conseil comme un autre, mais ça changera pas ton problème, parce que ton problème à toi, c'est que tu veux créer du contenu. Donc, tu veux créer du contenu, tu ne veux pas ressembler à ces mails que tu reçois. Bon, bah, ne recopie pas ces mails, hein, ne recopie pas les phrases telles que c'est fait, mais par contre, tu gardes les phases, hein, tu analyses la structure, tu intègres ces structures, tu les comprends, tu les décomposes. En fait, l'idée, c'est quoi de l'apprentissage? C'est quand quelqu'un vous donne une structure comme ça, c'est de la comprendre, de la décomposer pour la réintégrer en soi et être capable de la développer à sa manière, c'est-à-dire de mettre du liant, de comment on va mettre des intrigues, etc. Et c'est de se sortir de ce copier-coller, tout simplement, pour arriver à sa propre version à nous. Et c'est-à-dire, en fait, bah, Sylvain, j'ai envie de te dire, c'est tu prends ces structures-là, tu les intègres en toi, tu les décomposes, tu les comprends, tu les intègres en toi, et ensuite, tu injectes dedans qui tu es toi, pour en faire ta propre histoire avec qui tu es, ce que tu penses, comment tu le penses, comment tu vois les choses, etc. Mais c'est pareil pour tout, hein. J'en parlais à ma formation storytelling. Dans ma formation sur 30 jours pour devenir un meilleur créateur de contenu, je vous donne le plan exact, hein, d'un contenu, le plan exact avec l'accroche, etc. Tout, ça marche pour de la vidéo, ça marche pour du podcast, ça marche pour tout, hein. Vous trouvez la formation sur mon site sans aucun problème. Ce plan marche pour tout, vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi, mais après, c'est quoi la différence? Ça va être votre talent, hein, votre compétence, et je sais que vous en avez beaucoup, tous les uns et les autres, ça va être votre talent et votre compétence, à arriver à masquer cette structure pour que les gens qui, quand ils vont consommer ça, finalement, ils oublient la structure et ne se concentrent que sur, finalement, le message que vous avez à passer. J'ai envie de te dire quand même, Sylvain, c'est que si tu te rends compte que tous ces messages-là se ressemblent tous et que c'est tous des copier-coller, c'est que tu as déjà bien intégré en toi déjà les structures, etc. Et donc, que tu as déjà un œil beaucoup plus averti, je pense, que la plupart des gens qui, pour certains, franchement, ne voient pas vraiment ces structures-là. Ils les voient pas, ou ils ne comprennent pas tous les tenants et les aboutissants. Donc c'est que déjà tu as passé un bon partie du chemin, et peut-être, il reste une autre partie du chemin qui est de se dire, comment finalement je m'en sers pour analyser les trames et ce qui marche, et puis maintenant je vais le faire à ma sauce. Voilà, c'était ma réponse longue à une question qui était courte au départ, mais si vous avez vous aussi vos questions, n'hésitez pas, je vous ai donné plein de liens dans cet épisode, hein. Je vous ai parlé de ma formation storytelling, ma formation sur la création de contenu en 30 jours, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, vous faites le répondeur, et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs!